quitté les montagnes. Il me semble maintenant que j'y suis né et que je dois toujours m'y trouver. Pourquoi vous tous que nous aimons, n'êtes-vous pas dans ce beau pays-ci ? Ces quelques mots glissés dans un courrier à son père sont ceux d'un jeune homme en devenir. Eugène Viollet-le-Duc n'est pas encore le célèbre architecte, restaurateur de cathédrales comme Notre-Dame de Paris, de cités médiévales comme Carcassonne. Mais il est déjà sûr de ses convictions. Alors qu'on le presse de s'inscrire aux Beaux-Arts de Paris, il décide à 19 ans, en 1833, de partir dans les Pyrénées, en compagnie de son ami Émile Millet. Ainsi pourra-t-il se frotter à ces paysages romantiques et à cette France des provinces dont il chérit l'histoire. Viollet-le-Duc a découvert un territoire qu'il ne connaissait pas. Il a découvert une forme d'altérité, donc avec la population pyrénéenne dans sa diversité. C'est un voyage où il a pu conforter sa vision des arts, sa vision de l'architecture et son positionnement aussi au sein de la société. Le jeune homme en tirera une œuvre méconnue, faite de centaines de dessins et de croquis, et affinera aussi sa vision géniale et controversée de l'architecture historique. C'est après un mois de voyage, dans une France des plaines qu'il juge morne, que le jeune Viollet-le-Duc arrive enfin à Bayonne, porte d'entrée des Pyrénées. À quelques battements d'ailes de l'Atlantique, la ville blottie dans les boucles de l'Adour est une introduction à une culture basque totalement exotique pour ce Parisien. Il est très surpris par le Pays basque de façon générale, que ce soit l'architecture, les paysages ou même la population, la culture. Il est très surpris par la langue qu'il décrit comme la langue qui est bien la plus incompréhensible au monde. D'ailleurs, le seul terme qu'il en retient, c'est le terme Elissa, qui signifie église et qui correspond aussi au nom de sa fiancée à l'époque. Il pose un regard émerveillé sur le Pays basque, mais un regard aussi qui est conditionné par ses préjugés de voyageurs urbains qui se dirigent vers le monde rural. Les bons Bayonnais ne sont pas forts sur les arts. Ils regardent les dessins à l'envers comme à l'endroit, prennent les arbres pour des ruines. Au-delà de ces quelques pics sur les Bayonnais, le jeune homme n'oublie pas le but qu'il s'est fixé pour ce voyage, faire de ses excursions une classe pratique. Il produit plus d'une centaine d'aquarelles et de dessins à la mine de plomb qui représentent d'ailleurs essentiellement des paysages et pas forcément de l'architecture. Donc c'est une façon pour lui à la fois de composer des sortes de souvenirs de voyage et aussi de se former à l'architecture. Il considère que lorsqu'il dessine des paysages, il parfait sa maîtrise technique, ce qui lui permet ensuite de se former justement à la composition architecturale. Et pour cela, Viollet-le-Duc n'a qu'une hâte, quitter la ville et se confronter au premier relief pyrénéen. Il va déjà commencer à chercher les hauteurs pour pouvoir proposer des vues en perspective, des vues d'ensemble de paysages, que ce soit les paysages de la chaîne des Pyrénées vus depuis la Croix de Mouguère ou même le panorama de Bayonne à l'époque. Par leur précision, ces dessins présentent un intérêt du point de vue de la géographie historique. Ils permettent d'établir des comparaisons entre la situation en 1833 et la situation actuelle. Le dessin pour Viollet-le-Duc a
une véritable fonction pédagogique. C'est vraiment un outil d'enseignement, de transmission de la connaissance, d'analyse du monde. Viollet-le-Duc arrive en pays de Bigorre. Il engloutit des kilomètres jusqu'à l'épuisement. Mais son esprit reste affûté. Le voilà enfin face aux éléments. Montagnes de granit, roches de calcaire, plaques de schiste. C'est un grand moment d'apprentissage de la matière géologique qu'il découvre en autodidacte. Comme quand le jeune homme arrive dans la vallée de Campan, au lieu de la production du marbre des Pyrénées. Il était très frappé par la vivacité des couleurs, l'agencement, les nuances. Disons qu'il a craqué pour le marbre de Campan, quoi. Sa description est très précise puisqu'il parle d'un marbre avec des olives roses ou vertes. Bon, et il les a nommés, Campan vert, Campan rose, ou vert et rose, le Campan rouge. Il cite tout ça. Les marbres de ces pays-ci sont vraiment admirables. Et il est honteux que nos architectes praticiens n'en aient pas encore fait un usage plus fréquent. Pourquoi aller chercher des marbres coûteux en Italie quand nous en avons ici d'aussi beaux et souvent plus solides? Viollet-le-Duc affine son point de vue sur ce que doit être la restauration historique, rétablir le monument dans son histoire et son territoire, en allant pour cela puiser dans les ressources de la région. Une vision un temps dépréciée, mais qui a toujours ses défenseurs. Quand Viollet-le-Duc a voulu refaire la toiture de la cité de Carcassonne, il a viré la tuile et il a remplacé par de l'ardoise. Il a choisi l'ardoise de la Bassère, tout près de Bagnères. C'est une ressource naturelle vraiment locale. Donc je trouve que c'est bien, oui, que Viollet-le-Duc ait ce souci d'utiliser les ressources naturelles locales. Donc que ce soit l'ardoise, que ce soit le marbre, le bois. Le futur architecte qu'est Viollet-le-Duc est épaté par le savoir-faire des tailleurs de pierre de la région. À l'image des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge, il se tournera souvent pour ses futurs chantiers vers les artisans locaux. On part de cailloux bruts comme ça, et quand on le ponce, ça donne un effet de lumière, ça le met en brillance, et c'est beau, quoi. Hein. C'est la beauté intemporelle. Hein. C'est une espèce de transmutation, quoi, de passer de ça à un truc qui brille. Bon, ça révèle la beauté de la nature. Hein. Mais les Pyrénées vont aussi exercer sur le jeune homme une fascination toute romantique. Alors que le 19e siècle succombe à ce courant exaltant la nature, il peut ici se confronter à des sommets mythiques, le pic du Midi, le Vignemale. Il arrive enfin au cirque de Gavarnie, monument calcaire issu de glaciers désormais disparus et d'une ampleur inédite. Long de 6 km, des parois hautes de 1500 mètres et une cascade qui se jette en chute libre de plus de 400 mètres, l'une des plus hautes d'Europe. Viollet-le-Duc est sous le choc. À Gavarnie, où tout est sur des dimensions énormes et inspire souvent une sorte de terreur, ce bruit des gaves qui vous poursuit partout préoccupe sans cesse l'esprit et entretient toujours en vous une espèce de fièvre. Une émotion qui fait écho à un autre moment fondateur de sa vie. Vers l'âge de 4-5 ans, il visite Notre-Dame et il est complètement subjugué par les vitraux et le son de l'orgue. Ça a produit sur lui un effet extraordinaire. Et donc une intensité d'émotion qu'il ressent à 4 ans en rentrant à Notre-Dame et à 19 ans en découvrant le cirque de Gavarnie et les tours du Marboré. Du sommet de Gavarnie,
il immortalise sous son crayon ces cathédrales de pierre que la nature a patiemment sculptées. Il est extrêmement sensible au jeu de nuances des couleurs que produit la nature, aux matériaux, la question de la lumière, de l'ombre, de la météorologie qui influe sur tous ces aspects-là. C'est la palette de la polychromie de la nature qui le fascine, qu'il essaye de reproduire, qui va beaucoup l'inspirer par la suite, notamment parce qu'il y a des rapprochements aussi avec la décoration gothique multicolore, qui utilise des jeux de couleurs vives et bien sûr les vitraux. L'horizon du cirque dessine en lui une succession divine de crêtes et de clochetons. Répétition générale de l'œuvre qu'il créera plus tard à Notre-Dame ou Carcassonne. Dans ses correspondances, il y a une sorte de vision un peu métaphysique de la nature et des paysages. Et il dit lui-même que la nature, c'est Dieu, c'est la divinité. Cet attachement au religieux, Viollet-le-Duc en fera preuve tout au long de sa vie en restaurant églises, presbytères et cathédrales par dizaines. Plus de 30 ans après son voyage de jeunesse, l'architecte reviendra rendre hommage à ces terres pyrénéennes. En 1864, il construit à Hendaye le château d'Abadia, bâtisse néo-gothique où les animaux s'invitent sur les façades, les couleurs flamboient sur les murs et le végétal essaime sur les vitraux. En collaboration avec son disciple Edmond Dutoit, ils ont composé une synthèse finalement des théories de Viollet-le-Duc, que ce soit en matière d'architecture, de décoration, d'insertion dans le paysage également. Abadia montre bien ce rapport inhérent à la nature qui est présent dans les théories de Viollet-le-Duc. Et on peut s'imaginer que le regard qu'il porte, que les émotions qu'il ressent, ont été similaires depuis des milliers d'années, ressenties par le berger de la protohistoire, en passant par Viollet-le-Duc en 1833, jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui qui redécouvrons la montagne. Ce qui me manquera, ce sont ces déserts perdus dans les nus, ces hauteurs où l'homme sent sa force, là où devant un autre monde, sur les confins de la terre, des flots d'impression viennent l'inonder.